Bonjour à tous et bienvenue sur Demain TV. Les very intéressantes personnes sont de plus en plus nombreuses à venir nous rejoindre ici au VIP Club. Aujourd'hui, on s'intéresse au monde de la musique. Alors, hip-hop, rock, électro ou encore slam, mélange des genres et surtout mélange des talents. 4 artistes vont venir nous rejoindre dans un instant sur le plateau du VIP Club. Il s'agit de Jacky Ido, alias John Puck Chocolat, Riquet, Pascal Boisise, le chanteur de Mendelssohn et Miro. À tout de suite. Pour commencer, nos deux premiers invités de ce VIP Club sont, vous allez le voir, talentueux. Ils ont plusieurs casquettes et plusieurs cordes à leurs arcs. J'accueille Jacky Ido, alias John Puck Chocolat, c'est ça? Slammer, comédien, réalisateur et j'en passe. On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Et puis Riquet, musicien, rappeur. On va parler de vous, évidemment, tous les deux. Vous allez nous raconter un peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé là. Alors vous, Jacky, je peux vous appeler Jacky ou je dois vous appeler John? Jacky, c'est parfait. Jacky, alors on connaît votre visage. Vous connaissez certainement son visage si vous avez regardé Tropiques Amers sur France 3. Alors vous, Jacky, vous êtes originaire du Burkina Faso. Oui. Vous êtes né là-bas. Oui. Vous avez grandi là-bas ou vous êtes... J'ai été un enfant du ballottage, en fait. Je suis né là-bas, alors que mes parents étaient installés en France. Je suis venu ici très, très jeune, donc à 1 an et demi. Et j'y suis retourné à 6 ans pour y rester 5 ans. Voilà. Vous êtes retourné là-bas en même temps que l'arrivée du président Exactement. 3 jours après mon arrivée à Ouagadougou, dans la capitale qui était de la Haute-Volta, toujours à l'époque, dans la nuit, j'ai entendu les chars descendre sur la ville et c'était le coup d'État de Thomas Sankara qui allait changer un peu la face non pas seulement du pays, mais de l'Afrique noire tout entière. Avec le nouveau mot d'ordre qui était le pays de l'homme intègre. Le pays de l'homme intègre, donc Burkinaké, la traduction littéraire en français de Burkina Faso. Et alors vous, à l'école là-bas, si j'ai bien compris, tous les matins, il fallait chanter l'hymne national avec les valeurs du pays. C'était une ère révolutionnaire, donc Thomas Sankara était un révolutionnaire, il voulait que tout le pays le soit. Mais donc du coup, les enfants, tous les matins, on montait le drapeau, on chantait l'hymne et le soir, on le descendait. Et alors c'était quoi les valeurs prônées? L'intégrité déjà, comme le nom du pays le stipule bien. Et puis, une espèce une fierté d'être africain, burkinabé et des choses qui me paraissent tout à fait normales aujourd'hui, c'est-à-dire consommer local, aider l'économie locale à prospérer avant de commencer à regarder l'autre. Une forme d'autosuffisance. Voilà. Exactement. Ouais. Et ces valeurs-là qu'on vous a répétées tous les matins, c'est des choses qui vous ont influencé, enfant? Je pense, oui. Entre 6 et 11 ans, c'est vraiment le socle de l'enfance où on se forme. Notre base se forme vraiment. Donc, ça m'a vachement influencé. En fait, la culture hybride entre la France, les influences anglo-saxonnes, parce que j'étais vachement branché là-dessus aussi, et l'Afrique dans laquelle j'ai vécu et que je continue à vivre en France par mes parents et le milieu qu'on fréquentait, oui, ça a fait une vraie richesse. Et alors justement, ça se passait comment, vous qui, donc vous l'avez dit, vous êtes arrivé en France, enfin vous avez grandi en France pour repartir ensuite au Burkina quand vous aviez 6 ans. Vous êtes arrivé donc au Burkina avec finalement une culture française, puisque vous aviez fait vos premières classes en France. Ça se passait comment l'arrivée là-bas? Vous étiez considéré comme le petit Français ou... C'est l'histoire de ma vie. Arrivé là-bas, c'était le petit Français. Et forcément, quand je suis revenu à 11 ans dans ma ville, à Stein, mes petits camarades qui m'avaient vu partir avec un accent français me voyaient revenir avec un accent africain et un français bien châtié parce qu'on aime bien parler le vrai français là-bas. Du coup, il faut faire attention là-bas. Je me faisais tailler par les petits gars du 9-3. Mais ça restait gentil ou c'était ça reste gentil. Ouais. Ouais. Donc vous avez ça vanne beaucoup, donc on a intérêt à avoir les côtes solides pour... Mais gentiment, quoi. C'était pas de la discrimination, c'était plus des blagues d'enfants. Ouais. Et alors ça... Je faisais 2 têtes de plus qu'eux. Plus carré déjà, donc ça calme. Et le ballottage, enfin en tout cas les voyages comme ça, aller-retour entre la France et le Burkina, vous sentiez quoi à l'époque? Vous aviez l'impression d'être français ou d'être
La question ne se posait pas, en fait. Je crois que, si c'est ça dont il est question, la différence, elle ne commence pas par soi-même, quoi. Elle commence quand on rencontre l'autre. Et donc, ouais, moi, je vivais ça comme une richesse plus qu'autre chose, quoi. C'est une fois qu'on tamponne l'autre et qu'il nous regarde avec un regard différent, peut-être hostile, ou des fois juste interrogatif, c'est là qu'on prend conscience de sa différence aussi. Et à la maison, c'était comment? C'était l'Afrique ou la France? C'était Mélange des deux? vraiment un vrai mélange des deux. Mais donc une vraie double culture. Une vraie double culture, oui. Et alors vous, à l'école, je crois qu'il y a eu une rencontre très importante assez tôt avec une de vos enseignantes qui vous a fait découvrir la littérature, quoi, plus ou moins. Oui, en fait, très tôt, j'ai développé un intérêt pour les mots. Un intérêt pour les mots. C'est-à-dire, je viens d'une famille quand même assez nombreuse où mes deux parents ont eu un premier mariage, ont eu des enfants qui ont entre 20 et 10 ans de plus que moi. Donc, famille recomposée. Voilà, donc quand je suis arrivé, je regardais mes grands frères je les idolâtrais, quoi. Et forcément, pour essayer de les impressionner, j'essayais de lire et tout ça. Et donc, ils ont favorisé ça chez moi. Et donc, je me suis mis à écrire aussi et j'ai participé à des concours littéraires pour enfants. Et quand je suis arrivé en France, j'ai intégré la classe de CM2 de Monsieur Grémaud à Stein. Et voilà, il a vu ça chez moi, il l'a décelé, et puis il a continué à l'encourager, quoi. Donc voilà, c'est très naturellement. Donc, quelque part, c'est à lui que vous devez aujourd'hui votre amour de manier les mots? Je ne sais pas si je lui donne, mais en tout cas, il a contribué à le révéler. Parce que à ces âges-là, c'est vrai qu'on est hyper influençable et on a besoin aussi on a besoin de la caution des plus grands. Et quand j'ai commencé à faire du slam, justement, ça a été cette libération-là qu'on a essayé d'amener un peu partout à tout le monde, à tout type de public, à tous les âges aussi. C'est juste dire à un moment, écrivez, sortez ce que vous avez à sortir. Pour simplifier, la poésie parlée? Une poésie de proximité, on va dire. Poésie de proximité. Ouais. Donc c'est-à-dire que chacun écrit son texte et il le défend ensuite sur scène? Oui. Et c'est quoi? C'est des battles comme il y a en... Ça existe sous plusieurs formes. Celle que je préfère, moi, c'est la scène ouverte. C'est une formule toute simple. Il y a un texte dit pour un vers offert. N'importe qui peut s'inscrire. Nous, sur la scène slam qu'on anime avec Grand Corps Malade et Ami Karim depuis quelques années à Saint-Denis, au Café Culturel, on a accueilli des jeunes slameurs de 5 ans et des vieux slameurs de 96 ans. Voilà, dans une fourchette assez large. Donc c'est n'importe qui peut venir s'inscrire et dire son texte avec ses tripes, avec sa scansion, son bagage. Mais c'est à partir du moment où c'est a cappella et que ça ne dure pas plus de 5 minutes, quoi. Ah, il y a un délai? Ouais, histoire de faire passer beaucoup de monde. Et alors, les premiers textes que vous écrivez comme ça quand vous êtes enfant, ça parle de quoi? C'est le quotidien? C'est le quartier où vous vivez? C'est les copains? C'est quoi? J'ai toujours eu une imagination débordante et j'étais très axé culture anglo-saxonne et tout ça. Donc ouais, j'écrivais des trucs comiques, je m'essayais à plein de styles en fait. C'était vraiment des exercices de style, j'écrivais des petites piécettes, j'écrivais des petits scénarios, des petites nouvelles. Voilà, je voulais m'essayer à plein de styles différents et c'était plus le style qui m'intéressait que le fond. On va dire que c'est après que ça nous rattrape, quoi. Il faut mûrir un peu et prendre le monde dans la gueule avant de commencer à vraiment faire émerger des thèmes. Des textes, un message. Ouais, voilà. Vous, Riquet, alors vous êtes donc musicien, on le disait tout à l'heure, rappeur, vous faites partie du groupe Broke. Oui, Broke Negoscro, ouais. Voilà, et en principe l'album devrait sortir dans pas longtemps. Donc alors le titre, Fuck You, Pay Me, c'est ça? Oui, pour l'instant, on va dire que c'est provisoire, mais bon, c'est l'idée un peu du projet, quoi. Vous avez grandi à Pantin, exactement, dans un quartier pas très facile. Au Courtilière, ouais. donc au fort de Bervilliers, quoi. Ouais. Et voilà, actuellement j'habite à Cergy, mais bon, j'ai toujours des petites relations un petit peu sur Aubervilliers. Et alors donc dans ce quartier où vous avez grandi, c'était assez compliqué le quotidien? Oui, enfin, tant que à partir d'un certain âge, on ne s'en rend pas forcément compte, mais bon, si vous voulez, je suis resté là-bas jusqu'à 8 ans. Ouais.
Mais bon, à partir de... Les premières années quand même. Voilà, les premières années, bon, c'est les premières années qui choquent quand même. Et c'était pas facile parce que bon, j'habitais aux Courtilières, donc juste en face du parc des Courtilières qui va jusqu'à Bobigny. Et c'était un peu dans ce parc-là qu'il y avait tout le trafic de drogue à l'époque. Donc bon, c'est quartier difficile, mais avec toutes les valeurs aussi qui sont derrière. C'est quoi les valeurs en question? Les valeurs, c'est tout ce qui est solidarité, fraternité, puisqu'on est ensemble en fait dans... On vit la même chose. Voilà, on vit la même chose, on vit pas des très bonnes choses tous les jours, mais bon, si vous voulez, plus on est dans le besoin et dans la misère, et plus on s'entraide, quoi. Donc, autour de moi, beaucoup de choses à voir, et pas forcément positives. Mais vous vous en rendez compte Oui, je m'en rendais compte. J'ai une petite anecdote, par exemple, où je rentre de l'école avec ma sœur, et puis dans la cage d'escalier, souvent des mecs en train de se piquer, ou... Ils se sont fait tabasser un petit peu avant pour je ne sais pas quelle raison, mais bon, c'était ça assez régulièrement quand même. Quand vous viviez dans ce quartier-là, est-ce qu'il y avait quand même une mixité sociale ou pas? Ah bien sûr. Sociale et ethnique d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Bon, c'était mes voisins. Vous n'étiez pas enclavés entre eux, antillais entre... Non. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'antillais autour de moi. Oui. C'était beaucoup, enfin c'était mélangé. On avait des blancs, comme des Indiens, des Asiatiques, Noirs, Arabes. Et la cohabitation se passait bien? La cohabitation se passait très bien. Et maintenant, vous vivez à Cergy, vous disiez, enfin, de toute façon, vos parents, quand vous étiez petit, ont déménagé là-bas. Voilà, on a déménagé là-bas, en fait. Donc, dans le quartier pavillonnaire de Cergy. Alors, ça fait quoi le décalage entre la cité où il y a les junkies dans la cage d'escalier et le quartier pavillonnaire? C'était un peu ambiance la petite maison de la prairie, quoi. Quand je suis arrivé, oui, ça m'a fait... Version Cosby Show, non? Oui, voilà, en fait, on déménage carrément. Bon, alors moi, j'ai l'habitude de voir du ciment partout où je vais, que des tours, et on arrive à Cergy, et c'est petit quartier pavillonnaire. Vous le prenez comme une chance ou pas? Je me dis que, bon, moi, je perds mes copains, je pars de l'école, je suis tous mes potes, bon, je me dis, bon, on déménage. Je me pose un peu la question à savoir pourquoi on déménage. Maintenant, je sais que là où j'habite, c'est pas forcément... c'est pas le bonheur non plus, enfin au niveau de ce qui se passe, mais j'ai pas forcément non plus envie de partir. Vous voyez, à 8 ans, on s'attache quand même. Donc quand j'arrive à Cergy, bon, il faut que je me refasse, faut que je retrouve mes repères un peu, parce que bon, là où j'étais, je connaissais, et là, je connaissais plus. Et même au niveau de l'entourage, bon, je le disais, bon, quand je suis arrivé, j'avais l'impression, enfin, quand j'étais à l'école, par exemple, à Pantin, autour de moi, c'était que beaucoup d'étrangers, quoi. Dans la classe, j'avais à peine d'avoir 2 blancs. Quand j'arrive à Cergy, on était 2 noirs et le reste c'était des blancs. Donc ça déjà, ça m'a choqué, mais pas par rapport à la couleur. En fait, à Pantin, c'était pas des étrangers, c'était des Français d'origine diverse. Voilà, d'origine diverse. Mais même en fait, il y en avait, mais pas dans le quartier où j'habitais. C'est-à-dire que dans le quartier où j'habitais, enfin dans la cité où j'habitais, il y en avait, mais c'était quand même majoritairement métissé et minorité ethnique, comme ils disent, quoi. Et donc à Cergy, alors ça se passe comment l'accueil? D'abord, ça doit faire un peu bizarre, j'imagine, le changement. Oui, après ça, on est content parce que bon, on a une petite maison, on n'est plus en HLM. Vous êtes perçu comment par les voisins et les petits copains à l'école? Très bien, mais après c'est nous peut-être qu'on était un petit peu, bon, on arrive, c'est tout nouveau, on se fait un petit peu en retrait, mais on a très bien été reçus. Enfin pour ma part, il n'y a pas eu de problème. Je suis arrivé à l'école directement, il y a un pote à l'époque qui m'a pris sous son aile, m'a pris sous le bras, allez viens, je te présente tout le monde et compagnie. Mais au niveau des professeurs et un petit peu l'entourage, c'était le petit qui vient de sa cité, quoi. Je l'ai senti, parce que je l'ai senti. Ça, c'était pas les camarades, ça c'était les ouais, c'est l'enseignement. Et puis bon, parce que par rapport aussi à l'école où j'étais, j'avais peut-être des lacunes par rapport aux autres, puisque c'était pas du tout non plus le même niveau d'enseignement. Et d'ailleurs, j'ai ramé au niveau des cours, parce que à chaque fois on me disait que j'étais en retard par rapport aux autres, alors que quand j'étais à Pantin, j'étais l'un des meilleurs élèves de ma classe. Ouais. Donc par rapport à ça, j'ai senti un décalage. Et donc ça m'a j'ai senti un sentiment d'infériorité par rapport à ça, par rapport aux autres élèves, parce que j'étais toujours derrière eux à la ramasse, quoi. Et alors, je m'adresse à tous les deux, là, le côté minorité ethnique, comme on aime bien en parler en France, vous l'avez ressenti pendant vos cursus scolaires? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, même par rapport à ce qu'on vous propose comme perspective d'avenir, au niveau de l'enseignement. C'est-à-dire, vous avez l'impression que c'était c'était déjà vous? Ah oui, il y avait... C'était pas le même pour tout le monde? Non, c'était élitiste pour certains et pour d'autres, non.
Dire, nous, on avait des projets ou des passions déjà depuis petit. Et quand on en parle à des professeurs, ils nous disent non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça parce que tu n'as pas les capacités de le faire, alors que nous, on se sent capable de tout à cet âge-là. Surtout, c'est ce qu'on veut faire, c'est une passion, donc on en parle et puis derrière, on nous... On tue dans l'œuf l'ambition, quoi. Exactement, tout de suite. Astin, au Clos Saint-Lazare, on avait un conseiller d'orientation qui fonctionnait en mode binaire. Il savait dire que 2 choses. CAP, tourneur, fraiseur. Exactement. Et toi, tu vas aller en filière générale. Et forcément, on avait toujours le même type de gens qui se retrouvaient sur des filières hyper techniques où voilà, ils allaient finir main d'œuvre au bout de 2-3 ans et partir bosser à l'usine, quoi. Il y avait une espèce de sélection déjà qui se faisait à ce moment-là. Oui. Et alors, on se dit quoi quand dès le collège. On se dit quoi quand on est ado, pré-ado et qu'on a une volonté de faire plein de choses et que le référent qu'on a à l'école nous dit bah non, toi tu pourras pas. Bah justement, ça inhibe. Ça inhibe. Mais on se rend compte que c'est pas juste ou pas? Ah bien sûr que on se dit pourquoi pas nous. On fait le lien, enfin on remarque que c'est tous les petits copains de la France métisse qui sont mis de côté, on s'en rend compte? Oui, ou même par rapport à l'établissement où on est, c'est-à-dire qu'il y a des établissements qui sont plus cotés que d'autres. Je veux dire, quand on est en ZEP, ceux qui sortent de ZEP, ils ne vont pas faire des prépas ou des choses comme ça, alors que dans le lot, il y en a peut-être qui peuvent le faire. Niveau pour le faire. Moi, je sais que jusqu'à ma sortie de lycée, donc très tard, où je suis passé en mission locale, où j'ai rencontré une conseillère qui m'a dit ce que je voulais faire exactement. Enfin, je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai des rêves, mais je n'ai pas envie de vous en parler, quoi. Enfin, j'ai une passion, mais je n'ai pas envie de vous en parler. Elle me fait pourquoi? C'est parce qu'à Chaval, j'en parle aux professeurs ou autres. On me dit non, ça, c'est pas des métiers qui sont faits pour vous. Et vous en parliez, soit aux autres petits camarades blancs, par exemple, qui ne se rendaient pas forcément compte que vous viviez ça, ou aux parents, enfin à l'entourage, vous en parliez de ça, ou c'était un peu tabou, quoi? Enfin, je vais répondre pour moi. Pour ma part, justement, je pense que après, ça devient tabou. Parce qu'en parlant aux petits camarades, on se fait vanner. Parce que tout le monde a plus ou moins une petite passion, un petit jardin secret comme ça qu'on n'ose pas étaler et mettre au grand jour parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Et donc forcément, ça fait plein de petits gars qui roulent des épaules en disant mais non, de toute façon pour nous c'est niqué, c'est grillé. Et en fait, à l'intérieur, il se meurt. Est-ce qu'il se meurt vraiment ou est-ce que peut-être il a un peu la trouille aussi, il se dit bon, je tente pas? Il n'y a rien de mieux pour exacerber la trouille que de ne pas encourager l'effort d'un gamin, quoi. Puis même par rapport aux parents, vous savez, les parents... c'est une génération... Voilà, le prof, il a toujours raison, quoi. Oui, c'est une génération qui est habituée à accepter ce que disent les professeurs. Donc qui justement, corrobore la version des profs et des conseillers d'orientation en disant, voilà, ils ont dit ça, fais ça. Et puis qui se rendent bien compte par leur parcours personnel que de toute façon, ça va être compliqué. Tu vas avoir 10 fois plus de boulot à faire quand tu es... Pour autant, est-ce qu'ils vous encouragent malgré tout? Oui. À aller vers ce que vous aimez, à tenter malgré tout. À aller vers des métiers qui sont stables. Qui sont stables. Voilà. Ouais, comme tous les parents, quoi. Voilà, avocat et médecine, c'est mieux que rappeur ou comédien. Et surtout que c'est difficile pour tout le monde. Ouais. Enfin, dans un truc général, c'est hyper difficile pour tout le monde. Alors, quand en plus, on apporte un lot de diversité là-dedans, faut se lever tôt le matin. Et alors, qu'est-ce qui fait que finalement, on n'écoute pas ce que nous disent les professeurs, qu'on passe outre et qu'on se dit, tant pis, je le ferai quand même? Qu'est-ce qui fait qu'on c'est un besoin, c'est primaire, c'est une passion, donc on peut faire semblant pendant un an ou telle période. Mais bon, vous avez fait des études, vous avez un doc d'histoire? Oui, j'ai un doc d'histoire, oui. Ouais. Donc, Jackie, vous êtes allé plus du côté de la finance? Je faisais une formation parallèle en fait, au cinéma et tout ça, tout en faisant la fac. J'ai fait un LEA anglais-espagnol, en finance et tout ça. Et puis après, quand je suis revenu plus à mes amours premières, j'ai fait de la littérature et civilisation américaine. Alors vous avez, donc on l'a dit, vous avez travaillé comme comédien, comme réalisateur aussi. Je sais que vous avez réalisé différents courts-métrages et de la fiction, et puis également des documentaires, il me semble. Donc vous êtes, à chaque fois, vous avez quand même choisi des métiers qui, au départ, sont extrêmement difficiles, où il y a une sélection énorme, peut-être
davantage que dans les autres métiers. Est-ce que c'est possible de réussir et d'en vivre aujourd'hui, en 2008, quand on est un jeune homme noir en France, de ce métier-là? Métier de comédien, métier d'artiste. Alors, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir répondre, Ricky, vous aussi. Est-ce que c'est pas plus facile, entre guillemets, dans un secteur comme la musique ou le rap, où c'est plus un secteur où on nous attend, que dans un secteur comme la comédie, comme la réalisation? Oui, c'est vrai que moi, alors, je ne dis pas que c'est facile, je dis, est-ce que il n'y a pas plus de possibilités? C'est par rapport à l'opinion publique où on nous attend peut-être plus dans le sport et la musique, effectivement. Mais moi, à ce niveau-là, je dis qu'il y en a plein qui loupent leur vocation par rapport à ça, quoi. Donc, après, oui, on est... Donc oui et non, mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, sans faire de langue de bois, moi, je dirais qu'en étant noir en France, c'est pas facile du tout de faire un métier qui ne nous est pas, on va dire, entre parenthèses, destiné. C'est-à-dire des métiers comme... avocat ou grand médecin ou grand ministre ou ce que vous voulez, quoi. C'est pas des choses à laquelle on peut penser finir, enfin avoir comme avoir accès. Avoir accès, voilà, exactement. Sinon, on est obligé de cumuler 3 jobs artistiques pour faire un salaire décent. Voilà, exactement. Sinon, je me contenterai que de réaliser. Non, mais c'est quoi le plus difficile, vous, dans les métiers que vous faites? Entre slammer, comédien, réalisateur, en étant noir, lequel est le plus difficile en France? Moi, j'ai choisi en fait tout ce qui m'est arrivé. C'est vrai que c'est pas facile, mais voilà, je viens d'un environnement aussi où je sais qu'il faut se lever tôt le matin et se battre pour quand on a vraiment une idée. Ça, c'est les valeurs qu'ont inculquées vos parents? Et justement, mon père, il me disait, quand tu veux quelque chose, tu fais quelque chose, tu le fais jusqu'au bout ou pas du tout. C'est une phrase qui tourne dans ma tête en boucle depuis que je suis tout petit, quoi. Et tout petit, j'ai su, parce que j'étais très curieux et que je ne me voyais pas posé à faire un seul métier alors que j'avais plein de choses à découvrir, que je ferais du cinéma. J'écrivais, j'aimais ça, et que mon écriture pouvait se matérialiser, devenir un plateau. C'est votre mère qui vous a initié au cinéma africain, je crois, et au cinéma indien aussi? Il faut savoir qu'en Afrique, enfin, de toute façon, dans les pays du tiers-monde, on reçoit beaucoup de Bollywood, beaucoup de films de kung-fu, de films asiatiques et tout. Et ouais, moi j'ai grandi aux films de Jackie Chan, aux films de Bollywood et tout ça. Donc, c'est ce qui m'a fait rêver. Moi, c'est vraiment la magie du cinéma qui m'a fait rêver au début. Et puis, le fait que j'avais cette imagination et que je me voyais adapter plein de choses, quoi. Il y a un de vos films qui a été sélectionné, il me semble, au FESPACO, enfin qui a été présenté au FESPACO. Un court-métrage que j'ai réalisé. Donc, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision à Ouagadougou. En plus chez vous, donc ça a d'autant plus d'importance, non? Oui, carrément. Surtout que je ne l'avais pas du tout fait pour qu'il aille dans ce festival. Et il s'est retrouvé là-bas. Hein, j'étais content, j'étais fier. Le premier casting, ça donne quoi quand on arrive en tant que comédien? Alors, j'extrapole, mais vous voyez une annonce, enfin un casting, cherche comédien, jeune homme, voilà, je ne sais pas, 1m80 par exemple. Juste ça, et vous arrivez au casting. Est-ce que vous correspondez ou est-ce que quand on cherche un comédien noir, c'est précisé? C'est-à-dire qu'on ne considère pas le comédien, mais comédien noir. C'est précisé. Faut savoir, quand il y a type européen, en fait, ça veut dire caucasien. J'ai un petit frère comédien qui faisait ça très bien. Moi, j'ai fait de la comédie pour apprendre la direction d'acteur. Mais je voyais mon petit frère aller à des castings et revenir avec des trucs incroyables, du genre l'Africain qui rentre dans la pièce et des archétypes en fait que personne ne peut jouer. Hein. Et c'est ça, quand on note son humanité à un personnage, ça devient un archétype, ça devient l'arabe, l'africain, le truc. Et en plus c'est l'africain, donc le continent. Exactement, donc comment jouer ça en fait? Mais quand on voit ça, donc déjà on se dit oui, effectivement, c'est un cliché complet dans le rôle déjà qui est attribué. Donc on peut se dire que la personne qui fait passer le casting a déjà en tête un cliché. Sur un plateau, on est traité comme les autres comédiens ou pas? Parce qu'on peut se poser la question là. Pour vous répondre honnêtement, moi, il a fallu que j'aille à l'étranger et que je fasse des grands rôles à l'étranger pour vivre enfin mon métier comme je le pensais. Quoi. Le film White Masai, par exemple. Avec White Masai, par exemple, et puis d'autres expériences qui sont arrivées après. En France? Non. Alors qu'il a très bien marché à l'étranger. Il a fait des millions d'entrées dans le monde entier. Il est passé partout. Vous expliquez ça comment? Parce que... on se l'explique pas. À un moment... j'ai reçu énormément de prix pour ce rôle. C'est un rôle de composition qui a tourné un peu partout.
Et ça tombe pile poil à l'époque où on est en train de parler il n'y a pas d'acteur noir bankable en France. Voilà. Donc il suffit de sortir ce film pour se dire, voilà, il y a plein d'exemples comme ça, d'autres personnes qui sont parties à l'étranger, cartonnées et qui pourraient sortir. C'est l'étape obligatoire, J'ai vous pensez, remarqué, pour en réussir France, mais voilà, quand c'est ça sort pas, vous c'est êtes en train de me dire. On est obligé d'aller à l'étranger, c'est horrible. ouais, qu'on Mais on n'est pas désespéré. Justement, On va prendre cette expérience-là ailleurs. Ça redonne des vibes, ça redonne de l'énergie aussi. Et puis on revient faire ici, quoi. Mais dans la douleur. C'est pour ça que vous avez pris l'initiative de créer vous-même vos propres collectifs, d'organiser les choses, parce qu'il n'y avait pas d'offre. Moi, je suis de la culture il faut agir. Et voilà, j'ai créé un collectif qui s'appelle La Famille, dont le leitmotiv, c'est « J'acte, nous on acte ». C'est un laboratoire voilà, c'est un laboratoire d'expérimentation, on fait nos films et tout ça, et puis voilà, et puis à côté de ça, on se rebalance sur des projets plus gros quand il y en a, quoi. Et ça permet de faire de manière indépendante, parce que faire du cinéma de manière indépendante en France, un cinéma indépendant en France, c'est assez compliqué comme terme, parce que indépendant de quoi? Si le CNC n'intervient pas, on ne peut pas faire de film, et en même temps, le CNC censure toutes les idées novatrices et un peu et qui nous intègrent. Et dès qu'on fait un film avec 2-3 noirs en France, ça devient communautaire. Pour la musique, c'est pareil. Dans ce cas-là, moi, je vois des films communautaires tous les jours. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à un moment? Moi, c'est le repli communautaire qui me fait peur. Mais la communauté, voilà, en se sentant fort dans sa communauté, on peut aller vers l'autre et lui apporter toute sa richesse. Mais le repli communautaire vient du rejet. Il vient pas... Les gens s'ouvrent, se font rejeter, et là, il y a une espèce de revanche qui se crée, quoi. C'est la même chose dans le slam ou pas? C'est abordé pareil? Non. Le slam, pour moi, c'est le seul espace la tribune d'expression libre qui fonctionne réellement. Parce que c'est la claque que j'ai prise la première fois où je suis rentré dans une scène ouverte de slam et que j'ai vu les gens slammer. En face de moi, j'avais des jeunes, des vieux, des noirs, des arabes, des chefs d'entreprise, des rappeurs, des trucs. Et pour une fois, tout ce petit monde-là, ils s'écoutaient avec leurs balbutiements, avec leurs hésitations, leurs mots à eux, tout ça. Et les gens s'écoutaient. Pour moi, ça, c'est le pays que j'aime et c'est celui que j'ai envie de voir fonctionner. Donc ouais, très vite, on s'est mis là-dedans. Mais c'est juste parce que je me reconnaissais là-dedans, quoi. C'était pas pour en faire un métier ou quoi. Il y a un vrai partage, il y a un vrai échange. Il y a une très très bonne entente et donc peut-être que nous derrière les rappeurs étaient un peu frustrés par rapport à ça aussi. C'est parce qu'on... Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'il y a trop de concurrence d'un coup? Non, c'est pas vraiment de la concurrence, c'est juste qu'on est un peu mis en retrait et on se dit peut-être que en fait, les valeurs que nous on fait passer à travers le rap aussi et puis le hip-hop sont les mêmes que pour le slam. Sauf que pour nous, on est... Comment vous expliquez que le slam, ça fait moins peur que le... Parce qu'on est marginalisés, on est des rappeurs, et donc on est des... C'est quoi, c'est le look qui fait ça? C'est les clichés qu'on a? C'est les clichés, c'est de là où on vient, alors que les rappeurs viennent de partout. Surtout aussi parce que peut-être qu'on met en avant les mauvais artistes, donc qui font passer une idée. C'est une volonté, vous voulez dire? De mettre en avant justement... Ah oui, pour moi c'est une volonté, parce qu'aujourd'hui des rappeurs, il y en a d'aussi bons que des bons slammers, si vous voulez, qui racontent des choses qui sont identiques à ce que les slammers peuvent raconter. Et au niveau des choix en maison de disques ou directeur artistique ou ce que vous voulez, eux ils sont sur une politique de marché qui font qu'il faut que ça engrange des résultats et de l'argent. Donc ils vont mettre en avant ceux qui sont plus ou moins là pour ça, c'est-à-dire pour faire du fric avant de faire passer un message. C'est pas très optimiste, vous êtes optimiste quand même pour la suite ou pas? Oui, parce que c'est des cycles. Parce qu'à un moment, on peut aussi décider de se libérer de ce jus-là et puis faire quand même ce qu'on a envie de faire, quoi. Là où je trouve qu'il y a une vraie ressemblance entre l'émergence du hip-hop au début et puis l'émergence du slam de ces dernières années, c'est qu'au début, le hip-hop, les gens, ils pouvaient pas... Vous avez un message à cracher, il y avait une urgence, une urgence de dire. Et on scratchait un vinyle et puis on se mettait on samplait des trucs et on se mettait à parler dessus et ça fonctionnait. Il y avait une vraie urgence. Aujourd'hui, le slam, c'est devenu compliqué même de rentrer en studio pour enregistrer du hip-hop et tout ça. Donc, on se met a cappella devant des gens et puis on parle. Donc, ça participe de la même urgence et tout ça. Il y a beaucoup de slammers qui sont anciens rappeurs ou le contraire. Par contre,
Voilà, il faut juste veiller à ce que cette urgence-là ne se perde pas et que justement ça soit récupéré comme le hip-hop. Ça sera récupéré de toute façon, mais aux artistes de rester authentiques. Et alors, vous êtes optimiste pour les artistes de la diversité française en France en 2008? Je ne suis pas quelqu'un de négatif, donc je suis toujours positif. Hein. Donc j'espère juste que les idées vont changer et puis qu'au sein même des artistes, enfin entre nous, on va commencer à prendre conscience on est là, à la base, on a tout ce qui fait une culture qui date depuis un certain temps maintenant. À l'époque, pour les plus vieux, pour ceux qui ont grandi avec, on était marginalisés comme tout, et aujourd'hui, c'est une culture qui est quand même pour moi la plus représentative de ce qui se fait de l'art de rue. Donc j'espère que la roue tourne et qu'on va revenir à des valeurs qui étaient initiales. Et juste pour terminer ça, la culture hip-hop, elle se retrouve, l'urgence hip-hop, elle se retrouve dans plein d'autres disciplines. Ouais. Même dans le cinéma, des réalisateurs que je connais aujourd'hui qui font leurs films dans l'urgence, et voilà, ils sont issus de cette culture-là et ils font sans rien, ils font en indépendant, ils font des films, des super beaux films avec 0 francs, qui ne sont pas diffusés à la fin, mais qui existent et voilà, qui vont finir par se distribuer. Donc je suis optimiste. Il y a une réaction. Bon, merci à tous les deux. Vous reviendrez nous en parler pour nous dire que ça s'est encore arrangé. Oui, ça va changer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On va accueillir nos 2 prochains invités. Il s'agit de Miro et également du chanteur du groupe Mendelssohn, Pascal Boisise. Ils arrivent. Pascal Boisise, bonjour. Bonjour. Miro, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci d'entrer dans le VIP Club. Vous êtes donc nos nouvelles very intéressantes personnes du jour. Alors, donc Pascal, vous êtes le chanteur du groupe Mendelssohn. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut dire rock? Je suis assez nulle pour classer. Donc, est-ce que ça passe si je dis ça ou pas? Ah oui, c'est très bien. Rock, c'est bien. Bon. Et vous, Miro, c'est rock électro, je peux dire, ou juste rock? À un moment donné, il faut bien se mettre une case. Je pense que l'esprit rock, c'est ce qui détermine. Donc rock de toute façon. D'accord, donc j'ai bien réparti les plateaux tout à l'heure. Slam hip-hop et maintenant le rock. Ouais. Ok, tout va bien, on continue. C'est bien rangé. C'est bien rangé. Ouais. Donc vous, Pascal, vous êtes ici pour nous présenter l'album Personne ne le fera pour nous. Oui. Le titre est assez parlant, je trouve. Oui, c'est vrai qu'on l'a choisi pour ça. Autoproduit? Alors au départ, effectivement, on l'a fait nous-mêmes. Ça fait pas mal de temps qu'on faisait les enregistrements nous-mêmes et puis qu'on allait vraiment le plus loin possible nous-mêmes et puis après qu'on rencontrait les maisons de disques. Et puis là, on a tellement rencontré personne ou tellement tout le monde avait disparu. C'est la crise du disque. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas où étaient passés les gens. Qu'on s'est dit qu'on allait quasiment... Donc on l'a fabriqué nous-mêmes et on a mis en place sur notre site internet... on l'a vendu par correspondance, comme à la grande époque. L'adresse du site internet, c'est quoi? mendelssohn.free.fr. Et du coup, donc voilà, totalement indépendant, vraiment toute la chaîne de production, comme disent les marxistes. Et puis finalement, ça a tellement bien marché sur Internet que sinon on a retrouvé des gens, bizarrement, qui sont de nouveau été, comment dire, partant pour mettre le disque en magasin. Voilà. Donc il est on l'a sorti en août 2007 et puis depuis janvier 2008, il est de nouveau en magasin. Donc on est très contents. On est vraiment très contents. Oui, ça a été dur? C'était très dur. Jusqu'à ce qu'on se dise qu'on allait tout faire nous-mêmes, ça a été très dur parce qu'on était vraiment assez désespérés. C'est très humiliant les rendez-vous en maison de disques navrants avec des gens qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent, d'où ils sortent. Puis quand on commence un peu, nous ça fait quand même plus de 10 ans qu'on fait des concerts, des albums et tout ça, puis qu'on tombe sur des jeunes de 24 ans qui ont le pouvoir et qui sortent d'écoles de commerce et qui ne savent rien à rien. On se met toujours dans des positions un peu vraiment pas très agréables. Alors ça a été très pénible, et puis d'attendre des noms pendant 6 mois, tout ça. Bon. Et puis quand on a pris la décision de tout faire nous-mêmes, alors là ça a été vraiment... la libération. Ouais, vraiment super. Tout était un plus, tout était un plaisir, et même de faire les enveloppes tous les jours, de mettre les CD dans les enveloppes. Il y a une satisfaction vraiment. Ouais, c'était vraiment très... Et puis de voir que les gens répondaient, que les gens étaient très enthousiastes. Et puis très vite, la presse s'en est fait l'écho, et on a eu vraiment un super accueil critique aussi. Donc ça a justifié un peu tout ça, les 3 ans de ramage, disons,
ont été bien récompensés. On va revenir évidemment sur le groupe tout à l'heure. On va parler un peu de vous aussi. Vous êtes français, d'origine algérienne. Votre famille Mon grand-père est algérien. Vos parents sont nés en France? Oui. Vous avez un lien particulier avec l'Algérie ou pas du tout? Un avec lien la symbolique, culture, un lien spirituel, mais pas un lien... affectif peut-être aussi? Oui, voilà, mais plus de famille, plus de... Et puis... Votre oui, grand-père est arrivé en France dans les années 30, donc ça date un peu D'accord. quand même. Hein. Ça s'est perdu de façon naturelle, Lui, si je peux dire? lui, il est arrivé, il a rompu. En fait, c'est il a lui qui a rompu, décidé. voilà. Donc après, bien sûr, la famille s'est retrouvée après, mais il y a vraiment eu une coupure. Donc, Ça vous a pas manqué de ne pas connaître cette partie-là de surtout votre que histoire? moi, je porte le nom de mon grand-père, donc Oui. donc c'est vrai que le nom, c'est quelque chose de très important. Ouais. C'est vrai qu'il y a toujours eu un petit décalage. Alors, d'où peut-être ce goût. Moi, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les musiques orientales, et notamment la musique algérienne, le chabi, les débuts du raï, ou la musique oranaise, une sensibilité très forte à cette musique. Donc peut-être c'est par la musique que c'est revenu. Ouais. C'est pesant d'avoir un nom à consonance maghrébine et qu'on vous... Puisque vous vous considérez comme français et qu'on vous ramène à ça ou pas? Non, c'est une fierté. Ouais. Donc malgré l'absence, si je peux dire, de lien direct avec le pays, ça reste quand même, il y a quand même quelque chose qui est Oui, encore moi je présent, porte une histoire, leur histoire avec moi. Et non, je suis très très fier, je suis très, très, très heureux de porter ce nom-là. Et vous avez pas eu envie d'exploiter ça dans vos textes? Le fait est que moi j'ai toujours raconté des histoires plutôt parce que je raconte des histoires, mais c'est du rock, c'est des chansons qui racontent des histoires, donc c'est plutôt des histoires de gens qui vivent en banlieue, donc il y a un attachement comme ça, hein, c'est un côté un peu... Vous avez grandi à Champigny-sur-Marne, donc en banlieue. Et vous vous attachez au quotidien, enfin, à la vie des personnes que vous côtoyez, en fait. Que j'ai eu côtoyé, ouais. Oui, une sorte de fidélité, alors je ne sais pas... Le nom laisse une empreinte qu'on ne mesure pas. Moi, je la sens pas, je me sens pas du tout... j'ai aucune raison d'ailleurs de me sentir algérien ou pas, mais après les gens voient le nom et peut-être eux me voient plus. Oui. Alors vous, Miro, alors à vous tout seul, votre parcours c'est un melting pot, quoi, on peut dire. Vous êtes né à Amsterdam et vous avez grandi un peu partout, je crois, l'Italie, l'Allemagne, la France, la Tunisie. Pas partout, voilà. C'est déjà pas mal pour une personne. Mais j'ai pas grandi partout. Enfin, du moins, tous les endroits où j'ai été m'ont fait grandir aussi, mais c'est différent. Mais bon. Les premières années, c'était la Tunisie. C'est ça, parce qu'à Amsterdam, mon père, il travaille, il est musicien, il joue dans un orchestre de jazz à Amsterdam, et ma mère est hôtesse de l'air, donc je nais à Amsterdam, c'est tout. D'accord. Pas de lien affectif particulier? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, ensuite, c'est directement la Tunisie. Là, c'est chez nous. Là, on commence à parler, la Tunisie. C'était intéressant d'écouter aussi, parce que j'en apprenais aussi sur Mendelssohn. Je connaissais la musique, mais pas forcément l'histoire, donc je ne savais pas du tout. On ne porte pas forcément sur le visage d'où on vient tout le temps, et ça peut être très varié. Et je ne savais pas du tout le lien avec l'Algérie, pour Mendelssohn en tout cas. Et donc la Tunisie, pas très loin en fait finalement, mais avec une histoire très différente, donc, forcément. Votre langue maternelle n'est donc pas le français au départ? Non, moi c'est... En fait, je ne me rappelle pas quelle est la première que j'ai parlé. J'ai grandi en parlant 3 langues, d'emblée l'arabe, l'italien et le français. L'italien, parce qu'à la maison, ça parlait italien, voire même sicilien. Votre mère était italienne? Ce sont des Siciliens qui ont émigré en Tunisie dans les années 1850 pour des histoires troubles de mafia. Non pas que ma famille faisait partie de la mafia, mais a priori, ils avaient une pression mise par la mafia, aux histoires de famille qu'on m'a racontées. Donc c'est des Italiens qui étaient, parce que les Siciliens sont quand même italiens, on va dire, donc émigrés en Tunisie. Et l'histoire de l'Italie et la Tunisie, c'est une histoire de protectorat, c'est une histoire beaucoup plus cool que celle de l'Algérie et la France. Donc c'est plutôt ambiance bon enfant, jusqu'à ce que les Français se pointent et embêtent un peu les Italiens sur place. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc à la maison, vous parliez italien? Voilà. Avec les copains, j'imagine? En fait, c'est ça, c'est qu'à la maison, ça refuse de parler français. Moi, il y a un refus? Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'étais en train d'expliquer l'honneur de mes grands-parents qui, ne voulant pas
passer nationalité française parce qu'on était obligatoirement naturalisé français si on voulait rester en Tunisie. Moi, j'étais pas encore né, mais ma mère, née français, et alors que mes grands-parents ne voulaient pas. Et donc, finalement, c'est comme ça que je deviens français, en fait. D'accord. Donc, je deviens français de nationalité dans une famille italienne quand je suis né. Mais à la maison, ça parlait italien. On me met à l'école française. Donc le français à l'école, l'italien à la maison, et évidemment, parce que j'aime bien jouer au foot avec les copains, l'arabe est très nécessaire. Donc dehors avec les copains, c'est exactement. Donc en fait, voilà. Donc, alors ça se mélange langues. Comment? Est-ce que vous séparez mais super vous bien. avez différentes identités à ce moment-là ou c'est... Mais pas du tout. J'ai l'impression que tous les gens qui m'entourent sont pratiquement comme moi, c'est-à-dire que je grandis dans un immeuble où juifs, catholiques et musulmans vivent tous ensemble. Il n'y a aucun problème. C'est quand j'arrive en France, beaucoup plus tard, que j'en aperçois, que je comprends les problèmes que l'on se pose de l'autre côté, on va dire. Et moi, j'ai l'impression d'avoir une certaine chance de ce côté-là. J'ai vécu ça comme une chance, plutôt que... Si souffrance il y a eu, elle est sur d'autres plans, pas sur ce plan-là, pas sur le plan culturel. C'est une richesse un peu troublante parfois, parce que de voyager beaucoup, parce que j'ai continué ensuite à voyager. Si ça s'était arrêté là, ça aurait été plus simple. Mais après, ça a continué. Ça a compliqué un peu la donne. Qu'est-ce qui complique? Bon, c'est-à-dire que je me suis retrouvé ensuite, après l'Italie, l'Allemagne. C'était de trop changer comme ça en permanence. Un manque de repères? À créer des manques de repères assez forts. Et vous de ne pas être avec mon père, de ne pas connaître mes parents assez bien. Vous sentiez quoi en bougeant comme ça tout le temps, en parlant autant de langues Depuis au quelques quotidien. années, j'ai accepté de me considérer comme européen, parce que je me suis dit quelque part, je européen me sens européen, même. Mais je suis de culture orientale. Je suis profondément de culture orientale. J'ai un besoin viscéral d'y retourner régulièrement. J'ai besoin de parler arabe régulièrement. J'ai besoin de cuisiner arabe régulièrement. C'est des trucs dingues, hein. C'est des petits détails. Mais maintenant, dans mon parcours musical, celui qui m'a appris à jouer des chansons de Dylan, c'est mon voisin du 4e, tunisien, enfin c'est un copain. Et à la fois, j'allais avec lui dans les mariages juifs et musulmans, et à la fois, je baignais dans toute cette culture musicale, entre djembé et tarbouka, et luth, et mandoline, et guitare, et ce qu'on appelle ici le dulcimer, mais qui a un autre nom en arabe. J'ai grandi au milieu de tous ces instruments, tout en écoutant du Led Zeppelin, du Pink Floyd et du Jacques Brel. Donc tout ça très mélangé, avec la télé métissée. Ouais, voilà, avec la télé qui passe du Michael Jackson de ma génération. Donc j'avais droit. Par contre, j'étais en décalage, quoi, jusqu'à l'adolescence, où j'arrive en Europe, en fait. C'est l'arrivée en Europe qui a compliqué les choses? Un peu pour moi, ouais. C'est le regard des camarades ou c'est vous qui n'aviez pas les mêmes repères, tout simplement? Ben, ça match avec des choses troublantes que j'apprends dans ma vie, que mon père n'est pas mon vrai père, c'est pour ça que je ne l'avais jamais vu d'ailleurs, et en fait, donc, où est mon vrai père? J'apprends beaucoup de choses en ce moment-là, et j'arrive en Europe. Et donc, tout est... Je ne me pose plus trop de questions, je ne me pose pas de questions d'origine, de nationalité, parce que ça, c'est ancré en moi. Je suis un Tunisien, un Italo-Tunisien, naturalisé français, donc... J'ai la double nationalité, d'ailleurs, je continue aisément à garder cette personnalité-là sans problème, quoi. La naissance d'Amsterdam ne me pose aucun problème. Non, le problème, il se pose sur la non-paternité, l'éducation par les grands-parents, de ne pas voir beaucoup les parents. Enfin, c'est une solitude étrange, quoi. La musique devient très vite quelque chose de besogneux et de nécessaire pour moi, d'autiste. Je comprends plus tard que je deviendrai, il y a une lettre qui va changer et je deviens artiste. Mais pendant cette période-là, c'est la mutation totale. Tout le monde a des projections sur moi, qu'est-ce qu'on va faire du petit? Et moi, j'arrive pas trop à me projeter. Et naturellement, la musique, j'ai un besoin de rêverie assez prononcé, pas très bon à l'école, très rêveur. C'est ça qui vous a amené à la musique? Ouais. Le fait d'être dans votre monde, un peu? Je pense que c'est une sorte d'attirance animale de la musique, oui, de la sensibilité très prononcée. Il n'y a pas de recherche intellectuelle dans mon parcours. Si elle est arrivée, elle doit arriver certainement plus tard, en tout cas. Ouais. C'est venu comment pour vous? Moi, c'est venu par désœuvrement total. Je ne savais absolument pas quoi faire de moi, dans la vie, etc. J'ai raté consciencieusement des études
de l'être. Et puis, la seule chose qui m'intéressait, c'était la musique, c'était les disques, le monde de la musique, les disques. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, mais pourquoi je n'essaierais pas, moi, tout bêtement, puisque c'était la seule chose qui m'intéressait. Et donc, moi, j'ai pas du tout appris à jouer de la guitare à 14 ans, j'ai appris à jouer de la guitare à 22 ans. Donc, l'envie, c'était de jouer d'un instrument ou c'était de chanter, de monter sur scène? C'était ouais, c'est ça, d'être sur scène, d'être dans les disques. Hein, ouais. Comme il y a des gens qui adorent le cinéma, qui veulent être dans les films, moi je voulais être dans les disques. Donc c'était ça, une envie vraiment. Et puis de se trouver par là, quoi. Donc en ratant mes études consciencieusement, j'ai rencontré un mec qui était super doué en musique, qui s'appelait Olivier, à qui j'ai monté le groupe et à qui on a fait les 3 derniers albums, pas celui-là. Mais... Et pourquoi ce nom? C'est en référence à Mandel ou pas du tout? Alors le nom, c'est une erreur, un gag. En fait, pour faire le premier concert, on n'avait toujours pas de nom. Et pour faire le jour où on est allé faire le premier concert, on avait toujours... Et donc, je pense qu'on devait écouter France Culture ou France Musique dans la voiture. Et j'ai chopé ce nom-là et j'ai dit, le soir du premier concert, j'ai dit, bon, ce soir, on s'appelle Mendelssohn. Et puis, sous-entendu que demain, on ne sait pas. Et puis depuis, c'est resté, donc voilà. Quand on accueille un enfant, par exemple, on lui donne un prénom, on n'est pas forcément sûr de l'étymologie du prénom, on dit pourquoi on aime bien ce nom, et puis on lui donne, et puis après il fait sa vie avec. C'est un peu pareil. Là. Ce nom, voilà, c'était... Bon, il a une consonance un peu Mitteleuropa, comme ça, que j'aimais bien, quoi. Et alors vous, Miro? Mais je crois que je me projetais... je passais beaucoup de temps, le casque vissé sur la tête, à me projeter dans des... Je voyageais dans des chansons, en fait. Par procuration, je rentrais, je vivais les émotions des chansons et doucement, doucement, j'ai dû voir mon premier concert en Tunisie au Théâtre de Carthage, ça devait être Higelin. Ensuite, j'ai vu Supertramp quand j'ai eu l'occasion de venir à l'adolescence. Au niveau de l'adolescence, je mets des coussins sur le lit, je tape avec des bouts de bois dessus à la place du batteur de police. Je chante dans mes rêves à la place de Lennon sur les Beatles. Enfin, je vis les chansons, les émotions. Je suis surtout happé, sans vraiment écouter les paroles. Je vis tout ça très fort de l'intérieur. Et je passe de classe en classe. Et je me dis, j'aurais bien aimé faire de la musique. Dans ma tête, il y a une phrase qui commence à résonner comme « j'aurais bien aimé ». Elle résonne souvent jusqu'au jour où je crois que je suis très triste d'être, entre guillemets, j'aime pas le terme, déporté en Allemagne, parce que dans mon cas, c'était vraiment ça, c'était malgré moi, j'ai pas pu choisir. Ma mère me réclamant comme ça, soudainement, je me retrouve en Allemagne pour des circonstances un peu étranges, à vivre avec elle et sa nouvelle famille, on va dire ça comme ça. Et à ce moment-là, j'approche de la première, voilà, si je me rappelle bien. Et je crois que c'est à ce moment-là où je décide de me dire, mais je vois pas pourquoi je continuerais à être le jouet ou le fantasme de la projection de qui que ce soit d'autre que moi-même en ce qui concerne mon avenir et ma vie, quoi. Et je sais pas, je commence un peu, entre guillemets, à vouloir dire, mais je crois que je sais ce que je veux faire, c'est ça. Et je crois que c'est après un concert de Supertramp où j'ai été très, très marqué par la puissance de l'émotion sur scène. J'avais jamais vu un concert aussi grand. Je venais d'arriver en France, Parc de Sceaux, Supertramp, ça correspond à 83. Donc voilà, et je vois ça, et je crois que ça me terrasse complètement, et je dis c'est ça que je veux faire. Mais c'est irrationnel, hein, c'est complètement irrationnel. Mais en fait, je le fais... C'est génial en même temps d'être à un concert et de se dire ouais. C'est ça que je veux faire. Mais c'est hallucinant, mais en fait, je fais coïncider ce que je fais déjà dans ma tête avec ce qu'il faut que je fasse. Donc maintenant, je me dis, il faut que je remonte mes manches, et maintenant, il faut que j'arrête de faire semblant de jouer, il faut que je joue vraiment. Et je m'enferme pendant... Il faut se structurer pour réussir à devenir professionnel, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je comprends qu'il va falloir que je comprenne un peu mieux les instruments pour pouvoir chanter ce que j'ai envie de chanter. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas écrire, je ne sais pas jouer. Et je le fais, mais accessoirement, je ne joue pas bien. Et à ce moment-là, c'est pas clair, c'est pas défini, mais je ne dis pas je vais écrire et composer des chansons, mais ça vient naturellement, je commence à jouer et j'ai le besoin de m'exprimer et de commencer à écrire. D'abord c'est mélangé, j'écris dans un franglais parce que forcément mes références sont très anglo-saxonnes
Et à la fois, j'ai envie d'y mélanger du français, j'ai envie d'y mélanger de l'italien, de l'arabe. Donc je mélange beaucoup tout ça. Vous mélangez vos différentes cultures. Ouais, et de plus dans en le plus texte. d'ailleurs, je trouve. Au départ, j'ai un peu honte de le faire. Comme Pourquoi si j'avais... Non, mais au départ, le moment où je commence à présenter mes premières chansons, elles sont pratiquement toutes qu'en anglais. Et c'est complètement absurde. Et je commence à décider même d'aller démarcher les maisons de disques. Donc là, je découvre un peu tout le passage. L'industrie dont vous parliez tout à l'heure. Quand il en parlait, c'était évident que c'était hyper humiliant d'aller s'expliquer. Mais c'est pas logique que je dois t'expliquer longtemps que ça c'est bien, tu dois l'entendre. Enfin, de dire que ça c'est bien, c'est pas normal. Enfin, il y aura un dialogue. En Le langage de la réalité, ce qu'il musique faut leur doit faire son expliquer, c'est travail. qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, c'est ça, si j'ai bien compris. Ouais, mais c'est ça, La qualité, ils sortent ça ne d'école de les commerce, intéresse comme pas tu vraiment. disais. Hein. Voilà, mais ils ont raison de ne pas nous croire parce qu'on a beaucoup d'argent. Mais c'est ce qu'ils veulent entendre. C'est ce qu'ils quoi. aimeraient bien entendre, oui. Ouais. Oui. Mais s'ils sont là que pour ça, il fallait choisir un autre métier que travailler dans la musique. Il faut vendre du savon ou, je ne sais pas moi, des voitures. À mon avis, c'est beaucoup plus rentable que... De l'essence aujourd'hui, ça Par exemple. marche bien. Par exemple. Vous avez l'impression que vos origines ont joué en votre faveur ou contre dans votre parcours? Non, à part le fait qu'on me demande souvent pourquoi je parle autant de langues, et donc l'explication elle est souvent rationnelle par rapport au parcours. Mais dans la musique, non, je ne pense pas, parce que dans mon premier album, c'est pas là où je commence à vraiment jouer sur les langues, sur les jeux de mots entre les langues. C'est plutôt récent, où on me dit mais comment tu fais à passer d'une langue à l'autre dans la même chanson, comment ça c'est plutôt un plus, moi je suis fier de ça. Non, moi aujourd'hui je le vis plus comme une chance. Ouais. C'est une vraie chance pour moi d'avoir eu... j'aimerais, alors que ce soit bien clair, la vie que j'ai eue, je veux dire, j'aimerais pas la revivre. J'aimerais pas revivre ce que j'ai vécu pour arriver aujourd'hui. J'aimerais pas revivre, pour rien au monde, j'aimerais revivre mon enfance. Ah mais bon oui, voilà. Donc, mais ceci dit, j'estime avoir beaucoup de chance d'avoir eu la possibilité de cultiver peut-être une certaine approche, une sensibilité, d'avoir connu, vécu, entendu et respiré des choses très différentes qui me permettent de fonctionner et de continuer à me sentir heureux dans des choses qui me permettent de fonctionner. Après, la rencontre avec le système, l'industrie du disque, on va dire ça comme ça, elle a été très étrange pour moi parce que j'ai voulu d'abord m'équiper d'un studio, donc j'ai fait pendant des années des boulots de nuit, des choses très différentes à côté, parce que j'avais vraiment envie de garder cette passion propre. Je n'avais pas envie de travailler dans la musique tout de suite, donc je voulais vraiment prendre le temps de cultiver ma personnalité pour me sentir prêt, et ça m'a pris du temps, donc je me suis présenté dans les maisons de disques à partir de 27 ans, pas avant. Oui. Donc j'ai aujourd'hui 39 ans, ça a mis du temps quand même. Mon premier album, j'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, il a été signé assez rapidement dans une grande maison de disques à 30 ans, donc voilà, et puis les titres ont bien marché, donc ça n'a pas été... C'est après que c'est plus compliqué, quand on passe d'une grosse maison de disques à un label indépendant et qu'on continue un chemin en montant, c'est très différent. C'est une fois qu'on a déjà vendu des disques que ça se complique? C'est pour le deuxième album, en fait, que ça devient compliqué? Moi, je pense que ça aurait été très compliqué dès le départ si je n'avais pas rencontré un label à l'époque qui s'appelait Lithium, et avec un passionné vraiment qui était très indépendant. C'était un label, moi, je n'ai jamais connu que l'indépendance. Moi, j'ai plutôt fait un chemin de l'indépendance à la ultra-indépendance, disons. C'était volontaire ou ça s'est trouvé comme ça? Non, je pense que c'était... Ce qu'on a présenté au départ, en tout cas, était tellement bizarre, entre guillemets, était tellement pas codé qu'il n'y avait qu'un franc-tireur qui pouvait le reconnaître, quoi. Donc, d'ailleurs, j'avais envoyé des cassettes, à l'époque, c'était des cassettes qu'on envoyait au monde entier. Vraiment, je crois que j'ai noyé l'officiel du rock de cassettes, ça ne sert à rien. Et puis, les seuls qui m'intéressaient vraiment, où je me disais, ah, quand même, ce serait chouette que ce soit eux qui répondent, c'est les seuls qui ont répondu. Donc finalement, tout va bien. Voilà. Donc après, effectivement, quand ce label-là n'existe plus, là, ça devient très compliqué. Alors, on a noué des liens, on retrouve des partenariats, on arrive à se débrouiller. Puis, bon, ça s'amenuise, et puis là, ça devient... On est obligé de retrousser ses manches et de le faire soi-même. Mais bon. On a parlé de vous, on va écouter votre musique quand même. Ça serait bien. Vous ne craignez pas. Non, je reste encore. On va écouter un extrait de Mendelssohn. On y va. Je me suis élu, si je peux me permettre. J'avais cet ami, on n'était pas vieux. Il habitait à la zone industrielle. Comme moi, ça fait qu'on était deux.
rentrait ensemble, mais pas très vite. Il avait son vélo à la main. Il disait qu'il allait partir, qu'il n'en pouvait plus de rien. On passait par chez lui d'abord. Comme il avait le pavillon et le jardin, on tirait avec le fusil du père, les boîtes de conserve et les chiens. Je me souviens, si je peux me permettre, qu'il les aimait bien les chiens, presque autant que sa mère. Et si c'est peu dire, c'est pas rien. On peut pas dire que j'étais pressé de rentrer. Il y a des choses qu'on peut dire. Alors, ce qu'on vient d'écouter, c'est un extrait d'un album précédent? Du premier album. Mais c'est très bien que ce soit cette chanson-là parce que en fait, j'ai l'impression que j'ai peut-être pas fait mieux que cette première chanson depuis 4 albums, sauf sur le dernier album où il n'y a que des chansons bien sûr merveilleuses. Et qu'on retrouve sur mandelson.fr, c'est ça? Mandelson.free.fr ou en magasin. Donc un double album très riche, très beau. L'album, voilà. Personne ne le fera pour nous. Voilà. Et peut-être qu'on peut... il y a peut-être, là c'était une chanson qui s'appelait Par chez nous, et on peut peut-être entendre l'histoire qui précède l'histoire de Par chez nous dans le dernier album, une chanson qui s'appelle 1983. C'est peut-être ce qui précède juste avant. Voilà. Si on veut, si on aime bien les jeux de pistes. On a toute l'histoire comme ça. Alors vous, Miro, il y a aussi un album, un double album même, qui sort. Ouais. Donc on retrouve La Voix du Vaurien et En plein vol. Oui, en fait c'est un coffret. C'est le coffret des 2 premiers albums. Qui, vous savez, en fait, voilà, qui était sorti à l'époque dans la maison de disques où j'étais. Aujourd'hui, j'ai monté mon label, en fait, avec une équipe. Et je suis indépendant aussi. Voilà, dans un label indépendant et avec lequel on travaille très bien. Et le 3e album est sorti. C'est aussi un album double, mais c'est un album une face sur le CD, une face sur Internet. En fait, on a fait un truc assez marrant, c'est que c'était un double album au prix d'un seul album, avec une seule galette, en fait. Donc, si j'ai bien compris, l'avenir, c'est label indépendant ou ultra indépendant et Internet, c'est ça En tout cas, pour nous, oui. Encore une fois, mais s'il y a une très très grosse maison de disques qui est prête à me donner des millions... Écrivez à Demain TV, il n'y a pas de problème. Ils sont les bienvenus. Je pense que ouais, si on s'inscrit dans un discours assez artistique, dès qu'on sort du discours Starnac et positionnement marketing à outrance, je pense que là, à un moment donné, oui, il faut sortir. Mais c'est pour ça que j'ai quitté aussi Sony. Hein. Enfin, moi, je les ai quittés avant qu'ils me virent. Donc, j'ai préféré quitter parce que je ne me sentais pas à l'aise avec les objectifs qu'ils avaient sur mon 2e album. On va leur faire un petit clin d'œil quand même, puisque l'extrait que vous avez choisi... C'est le sketch que j'ai écrit qui est l'ouverture de l'album, en fait. Eh bien, on écoute tout de suite. Jacks in the box, really my back from the needle. And I better work on my job. Really make the back but the shoulder. I don't wanna make but the shoulder. I'm many hard days but the meantime, I'm never backbone and dude. Je m'appelle Billy, je suis funky. Du matin au soir, je suis funky. Je m'appelle Billy, je suis funky. Du matin au soir, je suis funky. Passer la radio pour devenir quelqu'un de célèbre. Il ne veut pas être un soldat. Il a décidé de faire du sport pour devenir funky. On parlait des playbacks, parfois il me dit tu peux faire un playback aussi. Et en fait, ça m'a rappelé qu'une fois je l'ai fait et je trouvais ça plutôt drôle, plutôt que d'avoir la guitare dans les mains, de faire de l'air guitare en fait. Maintenant ça s'appelle l'air guitare, il paraît, de faire semblant de jouer de la guitare avec les mains, sans l'instrument. Le concept est déposé maintenant. Non, maintenant j'ai vu sur internet, ça s'appelle comme ça. Hein, l'air guitare. Voilà. Championnat du monde, championnat de France. Ah oui, quand même. Oui, c'est ça. Maintenant c'est devenu une institution, alors que moi je me rappelle. Il y a l'air chanteur aussi, on fait semblant de chanter, non? Ben ça, il y en a pas mal, ouais, quand même. Air vocal, ouais, bah, c'est les J'ai un petit peu tendu la perche, c'est pas gentil. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus, d'avoir passé ce moment avec nous. Bah, vous revenez quand vous voulez. Hein. Voilà, vous avez vos places sur le canapé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très très bientôt sur Demain TV pour un nouveau VIP Club. Si vous avez raté le début de l'émission, n'hésitez pas, www.demain.fr pour avoir les horaires de diffusion. À très vite.